temps maintenant d'aborder la boîte à outils réglementaire financière institutionnelle et de voir si c'est possible, avec ces outils qui existent ou qui sont à inventer, d'imaginer cette densification dont on parle depuis ce matin sans vraiment l'avoir d'ailleurs tout à fait définie. En tout cas, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'à la première tentative de modification de ce tissu urbain, que le droit n'est pas fait pour ces petites parcelles, ni pour les maîtres d'ouvrage qui sont ses occupants, enfin qui pourraient devenir des maîtres d'ouvrage mais qui n'en sont pas aujourd'hui, ni forcément pour d'autres usages que le seul logement, et même pas le logement social. Donc voilà, comment est-ce qu'on réintègre toutes ces dimensions dans ce tissu bâti, des particuliers, des situations très diverses, de moyens, de patrimoine, de besoins, de parcours dans la vie aussi. Donc tout le monde ne prend pas non plus les mêmes décisions au même moment. Alors, je vais commencer par Benjamin Aubry, donc cofondateur de Yudo. Donc, chez Yudo, vous proposez d'aider des particuliers à transformer ces lieux de vie, donc ces pavillons. Ils ont tous des motivations variées et vous êtes confrontés à des difficultés très, très variées aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de projets menés, réussis ou ratés? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette invitation. Je trouve l'échange est passionnant. On a beaucoup parlé d'îlots de fraîcheur, de forêt. Effectivement, c'est ça les caractéristiques et les très grandes qualités du pavillonnaire. Finalement, la ville-jardin, elle existe déjà. En revanche, on a très peu abordé la question des gens, parce que c'est quand même aussi des lieux où les gens habitent, les gens grandissent, les gens vieillissent, les gens ont de nouveaux besoins, font face à également des charges, des évolutions très diverses. Et je pense que ça a été abordé également par Jean-Laurent Casselli, mais on a beaucoup un archétype du pavillonnaire, du logement individuel pur et dur. Je pense que c'est intéressant de se rappeler aussi, notamment c'est une sociologue dans les années 60 qui a écrit un ouvrage, donc c'est Nicole Aumont, un ouvrage Les Pavillonnaires, qui parle du pavillonnaire comme un espace capable, organique, qui peut s'adapter à sa vie, dans lequel à un moment donné on a un enfant qui arrive, on peut ajouter une chambre, faire une surélévation, ajouter une véranda, améliorer son confort. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même beaucoup de pavillons qui sont occupés par des personnes âgées. On parlait tout à l'heure de 30% de retraités, c'est aussi 50% de personnes qui sont de plus de 55 ans et une maison sur deux en Ile-de-France qui est occupée par moins de 2 personnes. Donc, je trouve que c'est quand même assez intéressant aussi d'évoquer ces sujets, notamment, effectivement, peut-être qu'il faut avoir une politique territoriale pour... C'est-à-dire, on ne concentre pas tous les logements en région parisienne, mais on a quand même aussi besoin de logements pour accueillir des nouveaux ménages, des jeunes actifs, des étudiants, une diversité donc, de personnes. Et les quartiers pavillonnaires, pourquoi en seraient-ils exclus? Des propriétaires qu'on a accompagnés récemment au Lilas, qui avaient une grande maison, près de 200 mètres carrés, qu'ils avaient acheté il y a près de 40 ans. Bon, ils y ont vécu, il y avait en plus le cabinet de kiné. La maison, elle coûte cher à entretenir. Faut un peu la rénover. Pour 2 personnes, avoir 200 mètres carrés, c'est un peu grand. Les enfants sont partis. Et puis on est dans un secteur où il y a un très fort besoin de logement, notamment parce que là, on n'est pas très loin du métro. Et donc, on a accompagné ces propriétaires dans une logique de division de la maison, mais en le faisant bien, c'est-à-dire en regardant aussi par rapport au PLU, par rapport aux normes, par rapport à la qualité des logements eux-mêmes. Et on a produit donc un logement donc au rez-de-chaussée qui était un studio, et un T3 à l'étage en duplex. Ce qui permet en plus d'accueillir des nouveaux ménages, c'est de logements en location. On parle beaucoup de problématiques du manque de logements en location, tout en permettant aux propriétaires de rester sur place. Bon, des situations comme ça, il peut y en avoir beaucoup. On pense aussi à un autre projet qu'on a fait à Malakoff, où là, c'est un tout petit pavillon de 40 mètres carrés de plein pied qui a été acheté par un couple avec un enfant en bas âge, et sur lequel on a fait une surélévation, une rénovation du logement existant, et ajouté un appartement qui permet donc non seulement de se dire, au lieu d'avoir seulement une maison individuelle, on a 2 logements, et ça permet pour les propriétaires d'avoir un petit peu de revenus locatifs, d'accueillir une nouvelle personne sur le site. Mais effectivement, tout ça, ça se confronte. Aujourd'hui, on est confronté à des très grandes difficultés, notamment sur le plan des PLU. Ça nous oblige très régulièrement à faire des contorsions, à avoir une ingénierie par rapport en fait pour pouvoir développer ces projets. Les premiers freins, c'est notamment les sujets de... Voilà, très bien. 3 projets, donc ça c'est...
peut-être parler d'un premier projet qui était un échec, justement, du fait des problématiques autour du PLU de la division foncière. C'est donc Sylvain et Marie-Paul qui ont une maison qui se situe donc à l'arrière, donc plutôt en second front de rue, avec un garage à l'avant, et qui avaient un besoin d'accueillir une fille au père pour leurs 2 enfants en bas âge. L'idée, c'était de se dire pourquoi pas construire une nouvelle maison en lieu et place du garage, en faisant un accès qui permet d'accéder donc à la maison par l'arrière. Donc voilà le projet. Et je tiens par ailleurs à signifier que c'est un projet qui s'intègre qui s'intégrait, puisque le permis a été accepté, mais je vais expliquer pourquoi derrière il n'a pas abouti, qui s'intégrait dans son environnement, et surtout zéro artificialisation, ou très très peu. Par rapport, c'est parce qu'on va avoir une ingénierie, de la recherche sur des espaces existants. Donc quelle était la difficulté là? Donc la difficulté, elle a porté surtout sur en fait l'impossibilité parce que les propriétaires n'étant pas mariés, ils ont constitué une SCI et on ne peut pas avoir une deuxième maison, en fait 2 propriétaires sur un même terrain, du fait des problématiques que la maison individuelle, puisque c'était une maison individuelle, est exclue en fait du champ de la division primaire. C'est un petit peu technique, je pense que Michel en parlera beaucoup mieux que moi. Donc le projet a été abandonné à cause de ça. Et un autre projet, là, qui est donc ce projet au lilas avec ces 2 beaux logements, quelques photos qui suivent. Donc avec celui-là, il est réussi. Celui-ci, il a abouti grâce à la possibilité en fait, de faire une division, notamment les obligations de stationnement. Si on ne divisait pas, on aurait été obligé d'avoir 2 places, ce qui était tout simplement impossible par rapport à la configuration du lieu. Donc on a pu diviser, mais parce que c'était un bâtiment existant. Donc, en fait, on a toute une série de complexités qui nécessitent à chaque fois une ingénierie juridique, technique, et qui parfois mènent à des impossibilités. Alors, très bien. Donc, Michel, notaire, vous allez essayer de nous expliquer quels sont les points de douleur. Vous appelez ça des points de douleur. En tout cas, les problèmes, les points de blocage qui se posent, à la fois point de vue réglementaire, à la fois des contraintes financières et patrimoniales diverses, une nécessité d'accompagnement d'un point technique, juridique et financier. Et la première question, c'est les obstacles, ils sont juridiques, politiques, culturels, ou tout ça à la fois, ce qui ne faciliterait pas les choses quand même. Alors, dis donc, que de questions. Déjà, pour que vous compreniez bien comment nous, à l'étude, on a été amenés à se consacrer à ce sujet, c'est qu'un jour, Alexandre Labasse, qui raccompagne Monsieur Ollier, me demande si on a envie d'être mécène juridique, c'est-à-dire offrir notre cerveau à toute la réflexion de Yudo sur le développement du pavillonnaire. On a dit oui. Et en fait, quand j'ai dit oui, j'imaginais pas dans quelle galère je m'embarquais. Parce que, en fait, à l'étude, ça a nécessité de mobiliser plein de monde. Alors, des spécialistes du droit patrimonial, du droit de l'urbanisme, du droit du logement, de la copropriété, etc. Parce qu'en fait, on est confronté à une multitude de petits sujets qui, en fait, rendent très compliqué la mise en place de cette intensification douce, de cette dentelle au sein du pavillonnaire. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fait, on est face à quelque chose de tout à fait spécifique, c'est-à-dire on est sur du parcellaire très particulier et divers, parce qu'il a muté, il a bougé et il est différent en fonction des zones pavillonnaires comme on l'a vu. On est sur un tissu déjà constitué, donc on travaille sur l'existant. Et troisième particularité, ceux qui font, ce sont des particuliers. Or, très clairement, le droit de l'urbanisme, le droit de la construction, le droit immobilier n'a pas été pensé pour aucune de ces hypothèses.
C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on est quand même encore dans des PLU de la construction et pas encore de la transformation. Ça commence, hein, mais on n'est pas encore arrivé au bout du dispositif. On n'est pas dans des régimes de division foncière adaptés à ce type de tissu. On est sur un régime de division foncière qui a été fait pour protéger les particuliers des lotisseurs qui vendaient des terrains sans les équiper. Le droit de la construction a été fait pour aussi des promoteurs et avec des garanties pour les particuliers. Et là, on a un vrai sujet. Et donc, pour aller vite, parce qu'il y a plein d'autres sujets, mais si on veut identifier 4 points et qui correspondent aussi à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, 4 points de douleur, j'appelle, il y a bien sûr les PLU. Et on comprend bien que faire des règles dans ce type de tissu, avec le type de problématique que ça peut poser et avec les abus qui peuvent être faits, hein, comme il a été indiqué par les différents élus qui sont intervenus, c'est un vrai sujet. D'où, je reviens à ce que disait Stéphane Defaille tout à l'heure, l'idée de définir des périmètres dans lesquels on établit des règles spécifiques avec un garant qui pourrait être l'aménageur est probablement une très très bonne idée. Et par ailleurs, ce que je pense, c'est qu'il y a probablement un certain nombre de petites adaptations dans le Code de l'urbanisme qui ne seraient pas inintéressantes, notamment des choses qui seraient de nature à favoriser, à faciliter la mutualisation. Hein, Benjamin n'a pas eu le temps d'en parler, mais mutualiser les locaux poubelles et les locaux vélos dans le cadre d'opérations de construction, c'est quand même intéressant. Ça évite d'en faire 2 côte à côte. Et donc, ça permet de moins consommer d'espace ou de faire des logements à la place. Donc ça, c'est le premier sujet. D'autre part, sur la question des divisions foncières, là, pourquoi le projet a échoué, hein ? Le projet a échoué parce que toutes ces le couple en question s'engage heureux dans un projet, sauf que, et donc ils obtiennent leur permis de construire, sauf que dans le cadre de leur réflexion patrimoniale, ils se rendent compte qu'ils doivent créer une SCI, mais que cette SCI, elle ne doit être que sur une partie du foncier. Donc ça nécessite une division foncière, mais comme le permis a déjà été obtenu, eh bien, on ne peut plus avoir de division foncière parce que ça nécessiterait de revoir les règles d'urbanisme et qu'on ne peut pas utiliser la division foncière qui est interdite à la maison individuelle. Tout ça parce que ça a été fait à un moment donné de manière très justifiée pour protéger les personnes qui achetaient vis-à-vis des promoteurs et des lotisseurs. Donc on voit qu'il y a probablement des adaptations. Et pareil, on revient à Stéphane et son idée de périmètre. Des divisions avec un contrôle de l'aménageur peut être la solution. Troisième sujet, ces particuliers qui font des mini-opérations de promotion, en fait, ils ont beaucoup de mal aujourd'hui pour 2 raisons. Parce que, en fait, le droit de la construction, notamment une VFA pour un particulier qui vend en VFA, c'est inenvisageable, c'est, on va dire, un parcours du combattant. Et puis, par ailleurs, parce que construire pour les autres, faire du logement pour les autres, c'est un métier. Il faut être compétent, il faut être accompagné. Et donc là, on a un vrai sujet de financement et on a un vrai sujet de professionnels qui accompagnent. Et enfin, 4e sujet, on en a beaucoup parlé, la question du logement social. Oui, il faut réfléchir à faire du logement social. Oui, il y a des opérateurs fantastiques qui sont la CIFAE. Oui, il y a les opérateurs sociaux. Mais aussi, je pense que c'est intéressant de se poser la question des micro sujets de logement social et comment on peut faire pour que des particuliers, eh bien, quand ils développent un logement, puissent faire du logement social en tant que tel, ce qui permet de bénéficier d'un certain nombre de dérogations. Il y a des solutions, mais comme dirait ma spécialiste qui est dans la salle du droit du logement social à l'étude, même moi, j'ai du mal à m'y retrouver. Donc voilà. Merci beaucoup. Alors, ça fait 4 points. 4 points très clairs et 4 questions. Et donc, je me tourne vers vous, Christophe Suchel, donc adjoint au sous-directeur de l'aménagement durable à la DHUP.
Est-ce qu'il y a déjà des outils qui existent et qui peuvent servir à répondre à ces questions ? Oui, bonjour à tous. Donc, oui, je remplace Jean-Baptiste Buitelaine qui n'a pas pu venir. Je le dis au passage parce qu'il prépare la séance publique à l'Assemblée de la PPL ZAN. Hein, donc, on est clairement dans le sujet. Je rappelle aussi, pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, que l'artificialisation sur les 10 dernières années a été faite à plus de 50% sur des tissus pavillonnaires très peu denses. C'est-à-dire, en fait, on a été dans le passé, non pas sur une densification, mais sur une dédensification. Donc, c'est quand même très important de le savoir. En fait, quand je dis très peu dense, c'est 8 logements par hectare, c'est-à-dire, en gros, pour un logement de, on va dire, 100 mètres carrés, un jardin de 1250 mètres carrés. Donc, on est quand même loin de la densification, de la densité dont on parlait tout à l'heure en Ile-de-France. Là, je donne des chiffres nationaux, et c'est d'autant plus important de se préoccuper, comme aujourd'hui, de ce qu'on peut faire sur le tissu pavillonnaire en termes d'outils, que ce soit pour densifier, que ce soit pour requalifier, que ce soit pour renaturer. On est vraiment sur une ressource rare et qui va devenir de plus en plus rare. Voilà, je voulais juste préciser ces quelques chiffres. En termes d'outils, bon, évidemment, les lois sur le ZAN va quand même introduire, selon ce qui va en sortir de manière définitive, une obligation d'intervenir en fait, sur ce tissu pavillonnaire. C'est-à-dire qu'en fait, à partir d'un certain moment, on n'aura plus le choix de ne pas intervenir. Donc en fait, ce n'est pas un outil, mais c'est une contrainte qui va s'imposer, qui va sans doute s'imposer régulièrement avec le temps. On est sur quelque chose de progressif. Et je rappelle encore une fois que le ZAN, le zéro artificialisation nette, ce n'est pas l'arrêt de la construction, c'est un équilibre entre artificialisation et désartificialisation. C'est pour ça que le débat qu'on a eu tout à l'heure sur la question de reconstituer une canopée, par exemple, sur certains secteurs du tissu pavillonnaire est une question extrêmement d'un enjeu très fort. Alors pour revenir rapidement à votre question, parce que le temps tourne, les outils existants, ils ont été cités. Tu parlais, Stéphane, de la ZAC comme étant la boîte à outils de l'aménageur que tu as dû tordre. Voilà. Donc il faut voir jusqu'à quel point on peut la tordre pour que ça puisse fonctionner, pour intervenir sur du tissu pavillonnaire. Mais effectivement, c'est un outil qui est très très puissant, comme l'a rappelé tout à l'heure Stéphane. Il y a la question de la maîtrise foncière qui est intéressante. Donc il y a le droit de préemption qui existe, qui peut être exercé dans certaines conditions, qui l'a été. Ça nous a été dit par la représentante de la CIFERI. Il y a la question de dérogation et des possibilités de dérogation aux règles de densité pour des questions notamment de mixité sociale. D'une manière générale, je dirais que les outils de planification qui sont à la main des collectivités offrent quand même des capacités de concevoir, alors j'entends bien pas la parcelle, mais dans les secteurs, de concevoir un projet urbain, une image urbaine. Je reconnais que c'est sans doute complexe, mais ça offre quand même à la collectivité locale, qui est quand même au centre du jeu, de définir un projet. Et puis, on a développé dans les lois récentes des outils qui sont des outils partenariaux, notamment les opérations de revitalisation des territoires ou les projets partenariaux d'aménagement, qui ont le mérite, pour le coup, sur un secteur déterminé, d'avoir un partenariat entre une collectivité locale qui est maître de son jeu, maître de son avenir, l'État qui vient en soutien et non pas en prescripteur, et je dirais tous les acteurs locaux, par exemple ceux qui sont en charge du logement social, ceux qui sont en charge du logement privé, l'ANA, autour d'un projet qui est conçu de manière globale, partagée. Et dans ce cadre-là, la loi prévoit aussi des dérogations pour notamment l'acquisition des biens sans maître, pour les questions de permis, le permis d'innover, pour aussi les mises en compatibilité des documents d'urbanisme, aussi des dérogations aux règles de constructibilité. Donc voilà, il y a une panel d'outils qui, et certes, sont plutôt réfléchis à grosse maille aujourd'hui dans le Code de l'urbanisme, ne traitent pas forcément la question que vous évoquiez. Je rajoute qu'il existe quand même malgré tout un outil dont on n'a pas parlé, il ne me semble pas, je n'ai pas assisté à toute la matinée, mais c'est les associations foncières urbaines, qui pour le coup est un outil à la main des particuliers, dont on se rend compte qu'en fait que ça ne fonctionne pas. Donc en fait la question
derrière ce constat, ce n'est pas tant une question d'outils juridiques qu'une question d'accompagnement, je dirais, par un professionnel et par la collectivité d'un particulier qui est quand même propriétaire et dont on sait aujourd'hui en France, hein, qu'on le veuille ou non, que la propriété individuelle est protégée par la Constitution. Donc on est sur un sujet extrêmement sensible. Voilà, pour balayer rapidement. Merci beaucoup. La question que je posais à Michel, c'était ces problèmes, enfin des obstacles, pardon, culturels, politiques ou juridiques. Benjamin, quand vous arrivez aux côtés de propriétaires particuliers dans une collectivité et que vous allez voir les services de l'urbanisme pour peut-être savoir ce qui est possible, pas comme les promoteurs dont on parlait tout à l'heure éventuellement, qu'est-ce que vous avez comme réponse? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, l'idée de densification, elle est acceptée par les élus, acceptée par les voisins? Par les voisins plutôt. En tout cas, jusqu'à maintenant, les projets qui ont été lancés, il n'y a jamais eu de recours. Je pense qu'on peut s'en féliciter, mais en général, parce que justement, les personnes discutent entre elles. Avant, c'est quand même des relations de voisinage. Sur les collectivités, ça dépend. Quand on avait fait en fait, le début du UDO, c'était effectivement donc, cette première expérimentation à Arcueil. L'objectif, c'était de montrer un peu quelle forme urbaine ça peut donner cette densification. Et soit pas forcément densifié par le pavillonnaire, par le pavillonnaire, mais comment on peut effectivement avoir des petits collectifs, etc. Et je pense, en tout cas, quand on avait échangé avec le maire, il y avait eu un très bon accueil. Ça peut être un développement pour une commune de se dire, je me projette plutôt dans une ville à échelle humaine. Ce que nous, on ressent qui est rejeté aujourd'hui, il y a deux confusions. Il y a d'une part l'idée que la promotion immobilière est rejetée, par les habitants notamment, parce qu'effectivement, un promoteur, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcelles, enfin le maximum, et on rase tout, y compris les arbres, la végétation, et on bétonne au maximum pour des questions de rentabilité et de volume d'affaires. Et inversement, il y a un autre phénomène effectivement qu'on voit et qui est existant, qui sont les marchands de sommeil, où la division pavillonnaire est systématiquement associée à une problématique de dégradation. Nous, on a envie de montrer que ce n'est pas forcément le cas, que justement la problématique de la division pavillonnaire par les marchands de sommeil, déjà, ils ne déposent aucune autorisation d'urbanisme et c'est fait absolument n'importe comment, sans architecte, c'est purement une opération purement pécuniaire. Mais que, et notamment face aux enjeux, quand on parle beaucoup de refaire la ville sur la ville, d'optimiser le bâti existant, c'est une option. Mais qu'en fait, ça se travaille dans la finesse, ça se travaille au cas par cas, ça se travaille en fonction du bien, de sa qualité, et que ça peut être une option qui n'est pas non plus à rejeter. Mais je pense que ce dont les mairies ont besoin, c'est d'avoir des visions de qu'est-ce que ça peut donner, que ce soit conciliable avec effectivement la préservation des jardins. On entend très souvent que la densification pavillonnaire égale je bétonise, je bétonise. Nous, on a montré dans le projet Arcueil, de la première expérimentation, mais jusqu'alors tous les projets qui ont été faits, qu'on ne bétonisait pas. Qu'en fait, on va aller chercher de la surélévation, qu'on va éventuellement démolir un petit garage pour le remplacer et gagner un peu d'espace d'emprise au sol, et que c'est au contraire très conciliable avec le maintien de la végétation, et que peut-être que la ville, justement, cette ville durable, cette ville jardin, où on a un petit peu de mixité sociale, où on a un petit peu d'offres, parce que le problématique aussi aujourd'hui, c'est que dans la plupart des quartiers pavillonnaires, on n'a que de l'individuel, que du logement familial. On a peut-être besoin d'accueillir que du logement. Et on a peut-être besoin d'accueillir effectivement dans ces quartiers des nouvelles activités, des nouvelles formes d'habitat, et puis aussi du logement étudiant, comme je le disais tout à l'heure, de la diversité sociale. Je pense que c'est aussi ce que prouve le projet qu'on a fait au Lilas, c'est qu'il y a une cuisinière au rez-de-chaussée, il y a un infirmier à l'étage, enfin pas en colocation, mais en couple, il y a les propriétaires qui sont là. Enfin bref, il y a en tout cas des manières de créer de la mixité sociale qui soient aussi induites par les propriétaires eux-mêmes et qui peuvent être des vrais acteurs de la ville de demain. Merci. Donc ça rejoint aussi la question du logement social, de fait ou pas d'ailleurs. Hein, mais Michel, vous disiez on a du mal à s'y retrouver, vous avez soulevé toutes les questions qui se posent. À droit constant, ça peut marcher ou pas? Alors, c'est ce que l'on pense. En fait, depuis quelques mois, on est en train de réfléchir à voir si des particuliers, si d'autres personnes que des bailleurs sociaux peuvent développer du logement social. Et ce qu'on pense, c'est que avec des systèmes de conventionnement ANA, c'est envisageable, même sans travaux, avec travaux ou sans travaux. Et
avec des conventions qui fixent, qui peuvent être au-delà des durées de 6 ans telles que prévues par les textes, qui peuvent bien aller bien au-delà, et l'ANA, avec qui on a échangé, est tout à fait prête à le faire, avec des conventions qui fixent les règles en ce qui concerne le type de loyer qui va être fixé, avec le profil de personnes qui vont devoir être accueillies, etc. etc. Je pense qu'il y a un chemin qui n'est pas du tout pratiqué, parce qu'en fait, pendant très longtemps, en fait, le modèle du logement social a été, on fait une opération de logement social avec un opérateur. L'idée de faire dans la dentelle sur le logement social est quelque chose qui n'a pas encore été envisagé. Et nous, quand on a commencé à travailler dessus, c'est pas du tout sur la question du pavillonnaire, c'est quand on a des propriétaires, des investisseurs, des promoteurs parisiens qui sont venus nous voir et qui nous ont dit, avec les nouvelles règles du PLU de Paris, on va avoir des micro-opérations de logement qui vont miter notre propriété. Comment on fait pour développer nous-mêmes du logement social? Donc je pense qu'il y a un vrai chemin. Et je pense qu'en fait, sur la question des PLU, sur la question du logement social, sur plein de sujets, en fait, il y a peut-être des micro-réglages, mais en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a une sorte de... à mon sens, tout ça, ça relève de la volonté collective. Ça relève de la volonté collective des élus, bien sûr, d'acteurs qui se positionnent sur ça, type ce que propose GPA, et moi je trouve ça fantastique, qu'un aménageur moi, je considère qu'on a un rôle à jouer dans ce genre de choses. Et moi, je pense qu'à partir du moment où les particuliers se sentiront accompagnés, je pense qu'il y aura beaucoup de choses, de verrous qui se débloqueront. Parce que c'est vrai, vous avez raison, hein, les associations de foncières urbaines de propriétaires, ça ne marche pas. Hein. Moi, j'en ai jamais fait. À chaque fois, on vient me voir, ça ne marche pas. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas parce que quand on commence à travailler, quand on est particulier sur ça, c'est épouvantable. C'est du temps, c'est de l'ingénierie, etc. Et quand on n'est pas compétent, on n'est pas compétent. Merci beaucoup.